Dans cette vidéo, nous allons parler de logique, de raisonnement, de quantificateur, de notation, etc. Alors, pour commencer, une proposition, c'est une phrase, donc une phrase, ça demande un verbe, qui peut être vraie ou fausse, et ce sont les deux seules possibilités. Et puis on n'est pas à la fois vrai ou faux, c'est l'un ou l'autre. Alors commençons avec les notions de négation, conjonction et disjonction. La négation d'une proposition P, qu'on note non P, eh bien c'est la proposition qui est obtenue en affirmant son contraire. Tout simplement, le terme négation parle bien. La négation de la proposition P est vraie quand P est fausse, tout simplement. Et puis au contraire, elle va être fausse lorsque P est vraie. Par exemple, eh bien, la proposition 6 strictement plus grand que 5 est vraie. Sa négation, 6 plus petit ou égal à 5, le contraire de strictement plus grand, c'est plus petit ou égal, elle est fausse. La proposition 2 fois 3 égale 5 est fausse. Sa négation, 2 fois 3 différent de 5, est vraie. Alors, dans le langage courant, le terme « et » est employé avec différentes significations. Il peut vouloir dire « et en plus »,« et puis »,« à la fois ». Le « ou » aussi peut être employé avec différentes significations, mais le plus souvent, il sert à désigner deux possibilités qui s'excluent l'une l'autre. Du point de vue des ensembles, la négation, ça va s'appliquer, s'associer à ce qu'on appelle le complémentaire. Alors, la conjonction de deux propositions P et Q, qu'on va noter P et Q, eh bien, c'est une proposition qui va être vraie uniquement lorsque P et Q sont toutes les deux vraies. Et là, on est sur un « et » qui veut dire l'une et l'autre. Alors, par exemple, eh bien, 2 plus petit que 4 et 3 au carré est égal à 9 est une proposition qui est vraie, puisque 2 est bien plus petit strictement que 4, donc la proposition est vraie, et 3 au carré est bien égal à 9, donc ça veut dire que cette proposition est bien vraie. Donc les deux sont vrais, donc la conjonction est une proposition vraie. Alors, du point de vue des ensembles, eh bien, la conjonction, c'est associé à l'intersection. La disjonction de deux propositions, P et Q, ce qu'on note P ou Q, eh bien, c'est une proposition qui est vraie lorsque l'une au moins des propositions P et Q est vraie. Ça veut dire que je peux en avoir une qui est vraie et l'autre qui est fausse. Et donc, ma disjonction va être fausse uniquement lorsque les deux sont fausses. On a dit, s'il y en a au moins une qui est vraie, la disjonction est vraie. Alors, par exemple, 5 est divisible par 3 ou 5 est pair, c'est une proposition fausse, parce que 5, ce n'est pas divisible par 3, donc la proposition ici est fausse, et 5, ce n'est pas pair, donc cette proposition est fausse également. La proposition 4 est pair ou 5 est pair est une proposition vraie parce que 4 est pair, bah oui, c'est vrai. Et peu importe le fait que 5 est pair soit une proposition qui est fausse. Du point de vue des ensembles, la disjonction est associée à la réunion. Je vous laisserai aller voir la vidéo sur les ensembles si ça vous intéresse. La négation de la proposition P et Q est la proposition non P ou non Q. Et au contraire, la négation de la proposition P ou Q est la proposition non P et non Q. Donc un OU se transforme en et un et se transforme en OU. Par exemple, la négation de 2 strictement plus petit que 4 et 3 au carré est égal à 9, eh bien c'est 2 plus grand ou égal à 4, ou 3 au carré différent de 9. La négation de 5 est divisible par 3 ou 5 est pair, eh bien c'est 5 n'est pas divisible par 3 et 5 est impair.
la négation de 4 est pair ou 5 est pair, c'est 4 n'est pas pair, donc est impair, et 5 est impair. Parlons maintenant d'implication, de réciproque, de contraposé et d'équivalence. Une implication ou une proposition conditionnelle est une proposition de la forme si P alors Q, qu'on peut noter comme ça, P implique Q. P, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse, et Q, la conclusion. Alors, quelques remarques. Une implication peut être vraie ou fausse. Par exemple, si x égale 3, alors x carré égale 9, bah, c'est une implication vraie, c'est bien vrai. Par contre, si x égale 5, alors 3x égale 20, c'est une implication fausse, puisque si x vaut 5, 3x, ça vaut 15, ça vaut pas 20. Deuxième remarque, quand on sait que si P alors Q est vrai, on est sûr que lorsque P est vrai, Q est forcément vrai. C'est ce que ça veut dire. Attention, dans ce cas, si on sait que si P alors Q, si P est fausse, on ne sait rien sur Q. Q a le droit d'être vrai, d'être fausse, peu importe, on n'en sait rien. Remarque suivante, les implications sont des propriétés universelles et elles ne supportent pas d'exception. C'est-à-dire que quand on dit que l'implication est vraie, c'est qu'elle est vraie dans tous les cas. Si jamais on trouve ne serait-ce qu'un seul cas pour lequel c'est faux, eh bien toute la proposition est fausse. Alors méthode. Comment est-ce qu'on fait pour démontrer que si P alors Q est vrai ? Pour démontrer qu'elle est vraie, on suppose que P est vrai, et on enchaîne en général des implications dont on sait qu'elles sont vraies, parce que ça vient de propriétés, parce que c'est des définitions, etc., pour démontrer que Q est vrai. D'accord ? Donc on aura démontré que si P est vrai, alors Q est vrai, c'est-à-dire l'implication. En tout cas que l'implication est vraie. Pour démontrer que l'implication ici, si P alors Q est fausse, on l'a dit, il faut démontrer qu'on a à la fois P qui est vrai et Q qui est fausse. Un exemple qui permet de démontrer qu'une implication est fausse, c'est ce qu'on appelle un contre-exemple. La réciproque de l'implication si P alors Q, c'est l'implication si Q alors P. Je pars dans l'autre sens, la conclusion devient mon hypothèse et mon hypothèse devient ma conclusion. Alors remarque, une implication et sa réciproque peuvent être vraies ou fausses indépendamment l'une de l'autre. Si P alors Q peut être vrai et si Q alors P être fausse. Par exemple, si on prend le théorème de Pythagore, si ABC est un triangle rectanglant A, alors on a BC carré qui est égal à AB carré plus AC carré. Réciproquement, ou plutôt sa réciproque, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, si dans un triangle ABC, on a BC carré qui est égal à AB carré plus AC carré, alors ABC est rectangle en A. Donc là, c'est simplement pour vous indiquer ce qu'est une réciproque. Prenons un autre exemple. Si x égale 3, alors x carré égale 9, c'est une implication qui est vraie, évidemment. Par contre, sa réciproque, qui est si x carré égale 9, alors x égale 3, c'est faux. Parce que si x carré égale à 9, x il peut être égal à 3, mais il peut être aussi égal à moins 3. Donc vous voyez que là, effectivement, on voit que une implication et sa réciproque sont bien vraies ou fausses, indépendamment l'une de l'autre. Nouvelle définition. Deux propositions P et Q sont équivalentes lorsque les implications si P alors Q et si Q alors P sont toutes les deux vraies. J'ai l'implication dans les deux sens. On note ou on dit alors que on a P si et seulement si Q, ou on dit aussi que P équivaut à Q, ou P est équivalent à Q,
Ou on note aussi P, ce petit symbole-là d'équivalence Q. Bah oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a? On a P implique Q, et on a aussi Q implique P. Bon, bah vous voyez que du coup, on a mis les deux en un, et on a ce petit symbole de l'équivalence. Alors remarque, deux propositions équivalentes sont vraies en même temps et fausses en même temps. Forcément, puisque si d'ici on sait que si P est vrai alors Q est vrai, et de là on sait que si Q est vrai alors P est vrai. Exemple, eh bien la proposition si x égale 1 ou x égale moins 1, alors x carré égale 1, et sa réciproque, si x carré égale 1, alors x égale 1 ou x égale moins 1, sont toutes les deux vraies. C'est bien vrai dans les deux sens. Et bien du coup, on peut dire que x égale 1 ou x égale moins 1, si et seulement si x carré est égal à 1. En sachant qu'on pourrait remplacer ça en mettant l'application comme ça. Ici, on pourrait remplacer en mettant le symbole comme ça. Et donc ici, on pourrait remplacer tout ça en mettant ce symbole-là. Allez, je continue avec mes définitions. La contraposée de l'implication si P alors Q, c'est l'implication si non Q alors non P. Par exemple, si on reprend le théorème de Pythagore, donc on avait dit si dans un triangle ABC rectangle en A, alors on a BC carré qui est égal à AB carré plus AC carré. Eh bien la contraposée, c'est si dans un triangle ABC on a BC carré qui est différent de AB carré plus AC carré, eh bien ABC n'est pas rectangle, ou n'est pas rectangle en A. Remarque, une proposition et sa contraposée sont équivalentes. Elles sont vraies en même temps et elles sont fausses en même temps. Donc, ça veut dire que pour démontrer qu'une proposition est vraie, on peut démontrer que sa contraposée est vraie. Par exemple, si on veut démontrer que si n carré est pair, alors n est pair, eh bien on peut démontrer sa contraposée, c'est-à-dire que si n est impair, alors n carré est impair. Bon, ça c'est pas très compliqué à faire. Allez, je passe. On peut le faire sans trop de soucis. Passons maintenant aux notions de conditions nécessaires et conditions suffisantes. Alors, lorsque l'implication si P alors Q est vraie, P, c'est ce qu'on appelle une condition suffisante pour Q. Il suffit que P soit vrai pour que Q soit vrai. Et Q est une condition nécessaire pour P. P ne peut pas être vrai sans que Q soit vrai. Donc, il faut que Q soit vrai pour que P soit vrai. Exemple, ABCD est un losange, est une condition suffisante pour que ABCD soit un parallélogramme. Il suffit que ce soit un losange pour être sûr que ce soit un parallélogramme. Dans l'autre sens, c'est faux. ABCD est un parallélogramme, c'est une condition nécessaire pour que ABCD soit un losange. Il faut que ce soit un parallélogramme pour que ce soit un losange. Si ce n'est pas un parallélogramme, ça ne peut pas être un losange. ABCD est un losange n'est pas une condition nécessaire pour que ABCD soit un parallélogramme. C'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. Il y a des parallélogrammes qui ne sont pas des losanges. Propriété, il y a équivalence entre P équivaut à Q. On se rappelle, P implique Q et Q implique P. Pour que P soit vrai, il faut et il suffit que Q soit vrai. Et inversement, pour que Q soit vrai, il faut et il suffit que P soit vrai. Et Q est une condition nécessaire et suffisante pour P. Et inversement, P est une condition nécessaire et suffisante pour Q. D'accord ? Donc on a équivalence entre ces trois propositions, ces trois formulations,
Hein, donc, si j'ai par exemple celui-là, bah forcément j'ai celui-là, et j'ai aussi celui-là, etc., etc. Alors par exemple, les diagonales d'un quadrilatère ABCD se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires, eh bien c'est une condition nécessaire et suffisante pour que ABCD soit un losange. Parlons maintenant de quantificateur. Allez, définition. L'expression pour tout ou quel que soit est appelée un quantificateur universel. On l'emploie en général, enfin on l'emploie tout court d'ailleurs, pour exprimer que tous les éléments d'un ensemble vérifient une certaine propriété. Au niveau des notations, on le note parfois avec ce petit symbole-là, hein, pour, de façon plus condensée, hein, au lieu d'écrire pour tout x appartenant à, je sais pas moi, R par exemple, eh bien on va noter pour tout comme ça, x appartenant à R, c'est beaucoup plus condensé. Alors exemple, eh bien, quel que soit le réel x, x carré est positif. On dit ici que pour n'importe quel réel x, x carré est positif, et cette proposition est bien vraie, hein, c'est bien le cas. On aurait pu écrire, hein, avec le petit symbole là, que je vous ai indiqué, pour tout x appartenant à R, x carré est positif. Vous voyez que c'est plus court que ça. Par exemple, tout parallélogramme a des diagonales de même longueur. Bah, cette proposition, par contre, elle est fausse. Attention, très souvent, quel que soit ou pour tout, sont implicites. Bah, on le voit un petit peu ici, hein, tout parallélogramme, c'est quel que soit le parallélogramme, ou pour tout parallélogramme. Donc, on a par exemple 1 qui signifie parfois un quelconque ou pour tout. Autre définition, autre quantificateur, l'expression « il existe » est aussi un quantificateur, cette fois existentiel. Alors on l'emploie pour exprimer que au moins un élément d'un ensemble vérifie une certaine propriété. D'accord ? Donc tout à l'heure c'était tous les éléments, là c'est au moins un. On le note parfois avec ce petit symbole là. Et remarquez qu'on trouve aussi la notation, le symbole de l'existence avec un point d'exclamation pour dire il existe un unique. D'accord ? Donc là c'est il existe, il y en a au moins un. Ça c'est il existe un unique, il y en a un et un seul. Alors exemple, il existe un entier naturel divisible par 2 et par 3. C'est vrai, hein, 6 par exemple, c'est divisible par 2 et par 3. Il existe un triangle ABC tel que l'angle en A vaut 30, l'angle en B vaut 60 et l'angle en C vaut 100. Cette proposition, elle est fausse. Alors attention, le 1, hein, le terme 1, a plusieurs significations. Donc il faut faire attention selon les cas. Dans « il existe un réel x tel que f de x égale 0 » par exemple, eh bien le 1 signifie au moins 1. D'accord ? Donc on est en train de dire « il existe au moins un réel x tel que f de x égale à 0 ». Dans « on tire au hasard une boule », ça veut dire que j'en prends une, j'en prends exactement une. Dans « un carré est un parallélogramme », là on est en train de dire pour tout. Ou n'importe quel carré est un parallélogramme. Donc vous voyez que le 1 a des significations diverses et très différentes. Allez, propriété. La négation de la proposition pour tout x de E, P est vrai, eh bien c'est il existe x de E tel que P est fausse. Et la négation de la proposition « il existe x de E tel que P est vrai » est pour tout x de E, P est fausse. Donc le « pour tout » devient « il existe » et le « il existe » devient « pour tout ». Alors, méthode, pour démontrer « il existe », pour démontrer une proposition faite avec un « il existe ».
il suffit de donner un exemple. Elle dit, il existe un... on en donne un. Pour démontrer un pour tout, là, il n'y a pas le choix. Il faut envisager tous les cas, parce que s'il n'y a ne serait-ce qu'un cas pour lequel c'est pas vrai pour tous. Donc c'est faux. Au contraire, pour montrer que pour tout est faux, on a dit, la négation de pour tout, c'est il existe. Il suffit de donner un contre-exemple. Donner un exemple pour lequel c'est faux, justement. Et puis, pour démontrer qu'il existe est faux, il faut faire une démonstration générale et montrer que, pour tous, c'est faux. Allez, passons au raisonnement et différentes méthodes de raisonnement, de démonstration pour le coup. Commençons par la démonstration par contraposé. Alors la méthode, en fait, on l'a déjà vu. Pour démontrer qu'une proposition conditionnelle est vraie, on peut démontrer que sa contraposée est vraie puisqu'elles sont toutes les deux équivalentes. Simplement, parfois, c'est plus facile de démontrer que la contraposée est vraie plutôt que de démontrer que la proposition est vraie. Par exemple, on l'a dit tout à l'heure, montrer que si n carré est pair, alors n est pair, c'est pas forcément facile. Par contre, démontrer que si n est impair, alors n carré est impair, c'est-à-dire la contraposée, c'est bien plus facile. Alors, il suffit de supposer que n est impair et de prouver que n carré est impair. Ça se fait sans trop de soucis. Deuxième méthode de raisonnement, on peut faire ce qu'on appelle une démonstration par disjonction de cas. Alors la méthode c'est quoi ? C'est tout simplement de faire la démonstration, mais en distinguant plusieurs cas. On fait plusieurs cas. Par exemple, on veut démontrer que pour tout entier naturel, tout entier positif, n fois n plus 1, c'est pair. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est d'abord dire si n est pair, si n est pair, n plus 1 est impair, et donc n fois n plus 1 est impair, d'ailleurs. Non, est pair, pardon. Et puis ensuite, on suppose que n est impair, et donc ce cas, n est impair, n plus 1 est pair, et le produit des deux est pair. Troisième méthode de démonstration, la démonstration par l'absurde. Alors, qu'est-ce que c'est que la méthode par l'absurde ? Eh bien, pour démontrer que A implique B est vrai, on peut démontrer que si A est vrai, il est impossible que B soit faux. Alors, pour ça, on suppose qu'on a A et la négation de B qui sont vrais, et puis on arrive à une contradiction. Par exemple, pour montrer que 0 n'a pas d'inverse, on suppose qu'il en a un qui est noté A, et on montre dans ce cas que 0 est égal à 1. Non, c'est pas vrai, c'est absurde. Donc, ça veut dire que dans notre hypothèse, on suppose, non, notre hypothèse était fausse. Dernière méthode de démonstration qu'on va voir ici, la démonstration par récurrence. Alors la méthode, la démonstration par récurrence, c'est un type de démonstration qui est utilisé pour démontrer qu'une propriété est vraie pour des entiers positifs à partir d'un certain rang, disons n0 donné. Souvent, d'ailleurs, n0 c'est 0 ou 1. Pour démontrer par récurrence qu'une propriété est vraie, pour tout entier positif, on va procéder par étapes. D'abord, on énonce la propriété à démontrer. On l'énonce correctement. Ensuite, on fait ce qu'on appelle l'initialisation, c'est-à-dire qu'on vérifie que la propriété est vraie pour n égale n0. Ensuite, on vérifie ce qu'on appelle l'hérédité, c'est-à-dire qu'on vérifie que si on suppose que la propriété est vraie à un rang n donné, ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence, et bien dans ce cas-là, elle est bien vraie au rang n plus 1. Et puis ensuite, on peut conclure, parce que, oui, la propriété est vraie pour n égale n0, et elle est héréditaire, donc par récurrence, elle est vraie pour tout n plus grand ou égal à n0. Voyons sur un exemple ce que ça donne, et comment on le rédige d'ailleurs. Prenons A, un entier naturel non nul.
Mon hypothèse de récurrence, que je vais noter HRN, ou on peut noter éventuellement PN, mais en général on met HRN, eh bien, c'est la suivante. Donc, ce que je veux démontrer, c'est que 1 plus A puissance n, c'est plus grand ou égal à 1 plus n fois A, et je veux le démontrer pour tout n dans grand N. D'accord? Donc, j'énonce correctement mon hypothèse de récurrence, je précise que c'est mon hypothèse de récurrence au rang n, je la donne, et je précise bien pour quel n est-ce que ça doit être vrai. Deuxième étape, on passe à l'initialisation. Je regarde au premier rang. Ici, je veux que ce soit vrai pour tout n dans grand N, donc mon premier rang, c'est 0. Donc je regarde, est-ce que HR0, mon hypothèse de récurrence au rang 0, est vraie? Bon, je regarde, 1 plus A puissance 0, c'est quoi? Ça me donne 1. Et puis, quand je fais 1 plus 0 fois A, j'ai 1. 1, c'est bien plus grand ou égal à 1. Donc ça veut dire que ma propriété est vraie au rang n égale 0. Je passe ensuite à l'hérédité. Donc je veux démontrer que HRN implique HRN plus 1. Pour ça, je vais supposer que pour un entier n donné, mon hypothèse de récurrence est bien vraie. Et je vais ensuite démontrer qu'elle est vraie au rang n plus 1. Alors pour ça, je vais déjà calculer 1 plus A puissance n plus 1. C'est quoi? C'est 1 plus A puissance n fois 1 plus A. Maintenant, mon 1 plus A puissance n, par mon hypothèse de récurrence, je sais que c'est plus grand que 1 plus NA. Donc, je vais pouvoir dire, puisque 1 plus A est positif, que mon produit ici, c'est plus grand que ce produit-là. J'ai gardé ce terme-là, et puis j'ai dit ça, c'est plus grand que ça par hypothèse de récurrence. Bon, maintenant je peux développer ce calcul-là. Et qu'est-ce qu'on a? N A carré, ça c'est positif. Donc ça veut dire que tout ça, c'est plus grand que 1 plus n plus 1 fois A. Et donc, ça veut dire que mon 1 plus A puissance n plus 1, c'est plus grand que 1 plus n plus 1 fois A, qui est bien la réécriture de mon hypothèse de récurrence ici, pour n plus 1. Donc ça veut dire que oui, mon hérédité est vérifiée, la propriété est bien héréditaire, et je peux conclure que ma propriété étant héréditaire et initialisée, donc vraie, toute la propriété est vraie, c'est-à-dire que pour tout n dans grand N, j'ai bien ce que je voulais. Pourquoi? Tout simplement, c'est vrai ici pour 0, pour n égale 0, on l'a démontré, mais comme c'est vrai pour 0, qu'on a démontré que du coup c'est vrai pour 1, c'est vrai pour 1, puis comme c'est vrai pour 1, on a démontré que du coup c'est vrai pour 2, puis comme c'est vrai pour 2, c'est vrai pour 3, etc. C'est comme ça que fonctionne un raisonnement par récurrence. Remarquez qu'en tant que rédaction, on ne peut pas faire moins que ce qui est fait ici. D'accord? Toutes les étapes, le HRN, machin, tout ça, tout doit apparaître dans une rédaction d'un raisonnement par récurrence. Attention, il faut bien s'assurer que la propriété est à la fois initialisée et héréditaire. Une propriété fausse peut être initialisée mais pas héréditaire, ou héréditaire mais pas initialisée. D'accord? On ne peut pas louper une seule étape. En général, l'hérédité, on pense à le faire, il faut bien vérifier que c'est initialisé quand même. Et puis on ne peut pas se contenter non plus de vérifier que c'est initialisé ou que c'est vrai pour quelques n. Non, il faut vraiment vérifier que c'est vraiment héréditaire pour un n donné quelconque. Alors par exemple, si je prends la suite un qui est définie par u0 qui vaut moins 3 et un plus 1 qui est 2un. Je peux vouloir démontrer par récurrence que un est positif pour tout n positif. Alors, je prends HR0, u0, on voit que c'est moins 3, donc c'est négatif, donc la propriété n'est pas initialisée. On peut faire l'hérédité, l'hérédité, il n'y a pas de souci. Si on suppose que un est positif, un plus 1, c'est 2 fois un, forcément c'est positif. Donc la propriété est bien héréditaire.
Sauf qu'elle n'est pas initialisée. Donc ici, elle est fausse. Donc on voit qu'on ne peut pas ne pas vérifier qu'elle est initialisée. Autre exemple, pour vérifier le contraire, je prends la suite UN qui est définie par U0 qui vaut 1 et UN plus 1 qui est UN plus 5. Et je veux démontrer par récurrence que UN c'est 3 puissance n. Bon bah U0 ça vaut 1, 3 puissance 0 ça vaut 1, donc oui c'est bon, elle est bien initialisée. Par contre, bah, si je suppose que UN c'est 3 puissance n, UN plus 1 c'est 3 puissance n plus 5, c'est même pas un multiple de 3, donc c'est pas possible que ce soit 3 puissance quelque chose. Donc la propriété n'est pas héréditaire. D'accord ? D'ailleurs, on aurait pu simplement montrer que U1 c'est 6 et c'est pas égal à 3 puissance 1, donc c'est même pas vrai pour n égale à 1. Hein, mais en tout cas, elle n'est pas héréditaire, et donc la propriété est fausse. Voilà, je vous ai présenté ici quelques possibilités, quelques façons, quelques méthodes pour démontrer que des propriétés sont vraies, ou sont fausses d'ailleurs. Il y en a d'autres, bien évidemment.